défi qu'elle nous a un peu lancé à tous, c'est-à-dire de regarder non pas l'histoire passée et très présente avec tous les amis québécois qui sont là, mais essayer de me tourner vers l'avenir et de l'horizon qui peut encore s'ouvrir aujourd'hui, à partir de quoi pour créer et recréer cet intérêt pour une véritable connaissance et une transformation du réel. Alors, je voudrais essayer d'avancer avec vous quand même sur une thèse qui me paraît importante. C'est que ça a été, pour moi comme pour d'autres, extrêmement important d'essayer d'évoluer jusqu'à une approche pragmatiste de l'éthique. Mais je pense que l'avenir de notre démarche collective, elle est fondamentalement liée au dépassement des points aveugles du pragmatisme. Et donc ça, c'est le point fondamental que j'aimerais essayer de vous montrer. Et sans aucun mépris pour ce qui a été réalisé grâce au pragmatisme, parce que je crois qu'effectivement, vous aurez compris, il faut évoluer jusqu'au pragmatisme si on veut pouvoir travailler sur ces points aveugles. Sinon, on restait dans une perspective qui était totalement obsolète. Mais s'intéresser à la question telle que je la pose, c'est aussi quand même se rendre compte que le pragmatisme aujourd'hui correspond à un air du temps. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il est peut-être aussi important d'essayer de se demander comment le dépasser. On a parlé beaucoup de pragmatisme ensemble. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'on n'en parlerait pas et qu'on n'en parlait pas entre nous il y a 15 ans, pour la simple et bonne raison que ça dépend essentiellement d'un tournant pragmatiste dans les sciences sociales, qui ont imposé cette thématique de façon transversale à l'intérieur de différentes disciplines qui auparavant n'étaient pas atteintes par le pragmatisme, dont une discipline extrêmement résistante à la transformation, qui est la discipline du droit. Donc à partir du moment où toute une série de secteurs se sont intéressés au pragmatisme, la langue pragmatiste est devenue fondamentale en éthique, alors que les langues antérieures de l'éthique, c'était celle de Rawls, de Habermas, de Ricoeur, et que la fracture essentielle entre Carlotto Huppel et Habermas s'est faite dans un refus de l'option pragmatiste. Parce que s'il y avait un pragmatiste entre Carlotto Huppel et Jürgen Habermas, c'était Carlotto Huppel qui a écrit sur le pragmatisme et pour qui la transformation de la philosophie dans les années 70 dépendait d'une option pragmatiste qui n'a pas été prise par Habermas. Donc si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce qu'il y a une évolution plus générale dans le domaine des sciences sociales qui nous ramène à un versant peut-être moins agréable et moins philosophique du pragmatisme, qui est son mimétisme à l'égard des sciences exactes et des sciences de la nature. C'est-à-dire quand aujourd'hui nous sommes amenés à collaborer avec des agrométéorologues, avec des agroéconomistes, comme c'est le cas dans mon centre, avec des juristes. D'une certaine façon, le langage du pragmatisme, qui avait pour objectif au point de départ clairement chez Dewey de montrer qu'il y avait une légitimité des sciences sociales à mettre sur le même pied que la légitimité des sciences de la nature, il faut quand même redire les choses, c'est pas ce que je travaille parce que ça ne m'intéresse pas, mais c'est quand même historiquement le moment de l'émergence et de la reconnaissance institutionnelle des sciences de la nature dans les universités. Et c'est la raison pour laquelle, pour Dewey, faire la démonstration qu'une enquête dans les sciences sociales peut être tout aussi valable qu'un protocole d'observation à l'intérieur des sciences de la nature était un enjeu fondamental. Même si sa pensée ne se résume pas à ça, je crois qu'une convergence aujourd'hui dans différentes disciplines, dans l'usage du langage, pas de la philosophie, du langage pragmatiste, c'est que ça permet d'avoir un terreau d'intercompréhension entre différentes disciplines qui sont dans un certain désarroi idéologique pour penser la transformation du réel. Atteindre ce niveau d'analyse en utilisant le langage pragmatiste, ça me paraît tout à fait fondamental. Le pragmatisme, j'ai rappelé le versant sciences de la nature, est aussi porteur d'une politique, par rapport à laquelle, personnellement, j'ai extrêmement de réserve. Parce qu'au moment où le pragmatisme devient une philosophie politique, c'est le moment où il devient dogmatique. C'est-à-dire le moment où il nous explique que la seule vie démocratique possible dépend d'une façon pragmatiste de faire la démocratie. Alors l'idée qui est obtenue par
le point de vue pragmatiste est intéressant, c'est-à-dire si on s'en tient à dire qu'une démocratie dépend d'une construction collective de l'intelligence, c'est magnifique. Mais tous les exposés qui ont été faits aujourd'hui nous montrent qu'en fait, il y a différentes façons d'arriver à la construction d'une intelligence collective. Quand j'entendais mon ami Luc ce matin, je pensais beaucoup plus à la commission située. Quand j'ai entendu parler de malaise et d'événements déclencheurs, j'avais plus tellement l'impression de me trouver dans le pragmatisme. Peut-être qu'on pourrait trouver ça chez James, mais je pense que ça ne vient pas directement de là. Donc il y a des éléments fondamentaux qui nous font sortir totalement du cadre de la philosophie politique du pragmatisme. Il y a de multiples façons, de multiples ficelles pour construire la démocratie. Mais la question la plus fondamentale qui est là derrière, et là je te rejoins, c'est de savoir si l'éthique est une politique. Et je pense que la tradition d'instrumentalisation de l'éthique par les institutions, qui à certains moments en plus nous payent, nous commanditent, est précisément de nous faire croire que d'une manière ou d'une autre, l'éthique pourrait être une politique. Là où l'autorégulation ne fonctionne pas, là où l'hétérorégulation ne fonctionne pas, eh bien, essayons le coup de l'éthique. L'éthique instrumentalisée comme politique est une éthique qui, à terme, nous envoie dans le mur. Parce que je crois que pour les éthiciens, la question la plus fondamentale, c'est de se dire que l'éthique n'est pas capable de tout supporter. L'éthique peut ouvrir des portes. Je crois que dans beaucoup de situations, elle ne franchit pas la porte. L'éthique peut aider à transformer une situation. Elle ne sera pas nécessairement la porteuse de la décision institutionnelle qui rendra possible la transformation de la situation. Et il y a une petite boucle par rapport à ça. Je pense qu'elle n'est même pas capable de supporter sa propre transformation. Donc de devenir en même temps qu'elle est éthique, une façon d'être à elle-même sa propre politique. Et là, ça peut être une illusion que nous avons tous. En 2007, on s'était réunis, beaucoup d'amis qui sont là étaient présents à ce colloque à Louvain-la-Neuve, et à ce moment-là, on était un petit peu focalisé sur des questions d'éthique de la gouvernance. Et une dizaine d'années plus tard, je suis persuadé que le problème, il est tout à fait ailleurs, qu'il est plutôt fondamentalement un problème de gouvernance de l'éthique. Et que si nous devons, et si nous voulons être collectivement crédibles, nous devons absolument ouvrir un champ de recherche aussi sur la dimension de la gouvernance de l'éthique, au moins à deux niveaux. Ce qu'implique pour des opérateurs institutionnels, des hôpitaux par exemple, de mettre en place des programmes éthiques, ce qu'implique, c'est encore pire, pour une institution scolaire ou une institution académique de mettre en place un programme éthique, ce programme n'est pas simplement un programme parmi d'autres dans un cursus. Dans un hôpital, c'est encore pire. Ce service n'est pas un service parmi d'autres. Qu'est-ce que ça signifie de s'engager comme institution par rapport à la gouvernance de processus éthiques? Mais sommes-nous, comme éthiciens, en mesure de tenir le choc par rapport à une critique comme celle-là? Ou bien est-ce que nous nous arrangeons tous pour gouverner nos petits processus éthiques que nous mettons en place? Avons-nous une réflexion critique et collective sur la gouvernance de nos propres processus? Qu'est-ce que ça signifie assumer comme éthicien une gouvernance de l'éthique que nous mettons en place? En quoi cette question n'est-elle pas simplement intégrée à l'intérieur d'un problème méthodologique? Est-ce simplement un problème méthodologique? D'un problème pratique? D'un problème théorique? Qu'est-ce que cela signifierait d'être en mesure de créer aussi une approche en termes d'éthique par rapport en termes de gouvernance par rapport à notre processus éthique? Vous pourriez me dire, oui, mais bon, ok, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je vais faire aussi un petit peu d'empirique. Vous savez que la communauté européenne, avant le Brexit, avait des grands projets de développement, des programmes cadres. On a participé, nous aussi, à deux programmes cadres. Donc là, c'est la pluie d'argent. Et donc, les deux programmes cadres de 2002 jusqu'à 2013,
ça représente à environ, à la louche, 80 milliards d'euros. D'accord? Sauver les banques après les 2 crashs en Belgique, c'était 7 milliards. Donc 80 milliards d'euros. Il y a eu une évaluation en 2010. Ils se sont dit qu'il faudrait peut-être quand même se poser la question de l'éthique dans ces programmes. Pas mal quand même, hein? 80 milliards d'euros. Hein? Mais il y aurait peut-être quand même à se poser une question éthique par rapport à ça. Et donc vous trouverez, vous allez voir ça, c'est très amusant, donc dans le programme Horizon 2020, on a maintenant un petit laïus sur la RRI, la Responsible Research and Innovation, où on donne un cadre, effectivement, où les acteurs peuvent tenter d'inscrire une certaine forme de responsabilité à l'intérieur de leur pratique de recherche. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand il n'y a pas de gouvernance de l'éthique. Le rapport de 2010, il sonne la sonnette d'alarme sur 3 éléments qui sont en déficit total dans l'investissement de 80 milliards d'euros à l'intérieur de la recherche dans tous les pays européens. Et cette sonnette d'alarme, elle porte, on tombe par terre quand on lit ça, le désengagement de la recherche industrielle par rapport au projet de recherche européen. Donc l'opérateur fondamental, dont Alain a touché un mot tantôt, l'opérateur industriel, qui est l'élément fondamental de l'impact social, qui représente à lui tout seul 85% de la recherche privée, est en déconnexion par rapport à l'effort de recherche publique. Deuxième élément, extrêmement intéressant surtout au Québec, discrimination fondamentale sur les genres. L'objectif d'une plus grande participation féminine à l'intérieur des structures de la recherche européenne, pas de gouvernement, pas de recherche accompagnée à l'intérieur de ces processus éthiques, un échec, nous dit-on, en 2010. Et enfin, ça touche directement ton point, un échec aussi dans la capacité à intéresser les populations par rapport aux enjeux fondamentaux. Manque de transparence, aussi bien dans la diffusion de la recherche que dans la participation des structures éducatives, la fracture entre enseignement et recherche que nous connaissons tous, et les programmes et l'investissement qui est réalisé à travers ces programmes. Pourquoi? D'abord et avant tout, parce que fondamentalement, la question de la gouvernance éthique de l'ensemble de ces programmes n'était tout bonnement pas posée. Et le premier draft du programme Horizon 2020, mais il retient 5 piliers. Et ce n'est que prestement qu'on va trouver dans les dernières propositions un draft où on ajoute un 6e pilier qui dit qu'il faudrait quand même qu'on n'oublie pas la gouvernance. Et donc faisons attention à l'impact social de la recherche, technologie assessment, à l'égalité des genres, à l'éducation scientifique, au libre accès, à l'éthique, et tenons compte de la gouvernance. Pièce rapportée, qui va sans doute, je pense, dans l'esprit des rédacteurs, servir à savoir comment on met en œuvre les 5 autres piliers. Et maintenant, débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on a observé dans ce type de recommandation? Même dans la période préparatoire de 2002 à 2013, eh bien, les acteurs adoptent par rapport à ces recommandations, il y a une équipe belgo-française qui a travaillé là-dessus, on observe chez les acteurs une absence complète de prise en compte des principes fondamentaux, si ce n'est sur le plan stratégique. Donc un clivage entre une rationalité stratégique, il faut en parler sinon on n'aura plus d'argent, et de l'autre côté, une rationalité qui, elle, serait effectivement discursive éthique, qui ne se met pas en route parce que ce qu'on observe concrètement, c'est un appauvrissement et une dévalorisation progressive des principes dans leur application. Y compris d'ailleurs une restriction la plus forte possible
Hein, on a beaucoup utilisé le terme responsabilité, mais comme je travaille dans un centre de philosophie du droit, méfions-nous, hein, restriction à la responsabilité aux sciences juridiques, c'est-à-dire à propos de quoi pouvons-nous nous demander des comptes, et serons-nous en mesure de répondre si l'on nous demande des comptes? Voilà la ligne. Donc, clivage entre une rationalité instrumentale et une rationalité éthique, une gouvernance qui est finalement utilisée exclusivement pour encadrer une dévalorisation des principes fondamentaux. Mais est-ce que, comme éthiciens, nous avions des outils, des moyens pour proposer autre chose? Avons-nous développé des compétences qui nous mettraient en mesure de définir les enjeux de la mise en œuvre d'une gouvernance éthique? Et c'est là, je crois, qu'il y a véritablement un champ de travail extrêmement important à développer. Et ce n'est pas au niveau du processus éthique lui-même que ce défi peut être pris en charge. Quand je travaille avec une organisation syndicale ou que je travaille avec des gens en milieu hospitalier, je me suis rendu compte progressivement que assumer au-delà d'un processus d'intervention les conséquences institutionnelles d'une transformation des rôles qui peut être induite par une forme d'intervention éthique, mais dépasse totalement et l'intervenant et ceux qui ont, les participants, et ceux qui se sont engagés, peut-être parfois avec une profonde honnêteté et un profond désir à l'intérieur de ce processus. Dans beaucoup de cas, l'option institutionnelle première, elle est de type formel occupationnel. Dans le monde hospitalier, c'est aussi le label de qualité qui est en jeu. Dans l'évaluation de la carte française de la qualité des hôpitaux, si un éthicien a été payé pour faire une formation auprès du personnel, le label de qualité des soins augmente, c'est tout. Après ça, on ne peut quand même pas encore en plus nous embêter pour transformer les rôles à l'intérieur de l'institution quand même. Alors ça pose une question, non seulement pour la gouvernance du principe du processus éthique à l'intérieur de l'institution, mais pour ce que ça signifie comme chercheur, outsider, éthicien, de passer au niveau d'une analyse en termes de gouvernance éthique. Qu'est-ce qui différencierait notre travail de chercheur en tant que chercheur éthicien de ce qui serait une approche des enjeux de la gouvernance de l'éthique? De savoir jusqu'à un certain point jusqu'où l'éthique peut aller, quelle porte elle peut ouvrir, mais là où elle ne peut pas aller, ce qu'elle ne peut attendre ni des participants, ni de l'intervenant éthicien, mais qui est pourtant décisif pour la qualité de l'engagement et le résultat démocratique de l'éthique. Sur l'idée philosophique qu'il y a un gain de connaissance, un gain d'intelligence collective à l'intérieur des processus éthiques, je suis fondamentalement d'accord. Dire qu'en humain, les processus éthiques, d'une manière ou d'une autre, sont des animateurs et des formateurs de la démocratie, ça, je crois que c'est l'idéalisme. Ils ne le sont qu'à une condition qui est fondamentalement extérieure au processus éthique. Et cette condition extérieure, c'est celle d'une approche de l'éthique en termes de gouvernance. Que peut signifier, quel type de rationalité peut nous aider à accompagner un processus éthique? Devons-nous élargir la sphère de discussion au-delà des éthiciens pour discuter de cette dimension avec les sciences politiques, avec la sociologie, avec des anthropologues, pour pouvoir, avec des philosophes politiques, pour pouvoir aller au-delà de cette dimension? Mais nous avons une responsabilité par rapport à ce qui pour le moment est en point aveugle. Et ce point aveugle, à mon sens, c'est précisément un point aveugle qui est un confort à l'intérieur de la démarche de type pragmatiste. Ce point aveugle, je vais redire des choses que tu as dites, mais en les inversant un petit peu, c'est la difficulté, au-delà d'une approche basée sur des mécanismes participatifs de co-construction de l'intelligence et des questions de résolution de problèmes,
c'est la difficulté à prendre en compte la résistance au changement, à interroger ce présupposé de confiance qui est finalement la base, ça c'est clair, je crois, tu l'as très bien montré, de l'alignement collectif des préférences, qui fait que finalement c'est ceux qui ont un intérêt, qui vont essayer de connaître les réalités et qui vont mettre de côté, c'est la théorie de l'alignement des préférences en action collective, qui vont mettre de côté leur choix individuel pour privilégier le bénéfice collectif. Ça c'est magnifique. Je crois que beaucoup de fois des participants dans des processus éthiques sont de ce type-là. Mais l'institution, le contexte institutionnel, d'autres professionnels qui n'ont pas participé à des formations ou à des interventions sont aussi fondamentalement des vecteurs de reproduction. Et cette résistance collective au changement que nous pouvons avoir aussi quand on fait des formations ex situ avec des participants qui disent c'est bien d'être ex situ parce qu'au moins on n'est pas dans le milieu professionnel habituel, etc. Oui, mais le problème c'est que quand on revient in situ, refaire un travail dans le sens inverse avec des personnes qui n'ont peut-être pas participé à cette force qui donne une forme de dynamique collective, nous retrouvons les résistances fondamentales à la répétition des rôles. Et pour moi, la question fondamentale d'une gouvernance de l'éthique, elle doit se poser la question de la résistance au changement et de la répétition comme première condition d'une manière collective de se rassurer dans notre capacité fondamentale à réitérer ce qui marche, à réitérer ce qui fonctionne. Nous ne sommes pas spontanément des essayeurs d'incertitude. La question fondamentale de la gouvernance de l'éthique, c'est au-delà d'un processus, à travers un processus, comment est prise en charge cette dimension qui va se manifester par des tas d'indices, des résistances à l'intérieur du processus, des tentatives de récupération au-delà du processus, des tentatives de manipulation. Oui, moi je travaille avec des organisations syndicales, de temps en temps je suis appelé et on me dit bon exactement qu'est-ce que tu as l'intention de faire là, comment ça va se passer, comment les gens vont-ils participer, et si telle personne est mise en question, qu'est-ce que tu vas dire? Donc il faut que je joue le rôle à l'avance de ce qui va se passer, parce que le problème fondamental de l'institution, c'est de garantir sa routine de fonctionnement et de pouvoir être dans la répétition de ce qui fonctionne pour elle. Par principe de sous-optimalité, pas parce qu'elle a croyance qu'on est dans la meilleure façon de fonctionner, mais que la sous-optimalité garantit au moins la reproduction et que la sous-optimalité garantit la révision. Et d'ailleurs, l'éthicien, il sert à garantir le processus de révision des sous-optimalités. D'accord? Faire de la gouvernance de l'éthique, ouvrir cette boîte noire de la gouvernance de l'éthique, c'est mettre en question fondamentalement ce qu'il en est de la résistance au changement, des conditions d'innovation pour une transformation des rôles. Et vous savez que souvent on appelle ça la gouvernance réflexive. On se dit, mon Dieu, ça c'est encore bien ceux-là, hein, les philosophes, l'idéalisme allemand, toujours couper les cheveux en quatre. Mais le problème fondamental de la répétition des rôles, c'est le rôle que nous attribuons au rôle. C'est ça la réflexivité. On ne transforme pas des rôles, on va d'abord transformer le rapport, et là je deviens très pragmatiste, le rapport de croyance que nous avons avec les rôles. Donc ça veut dire ce que spontanément nous attribuons comme rôle au rôle. Ce qui fait que nous y croyons. Qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a de l'autorité, qu'il y a des partis politiques, qu'il faut des gens qui assument des responsabilités. Le rôle des rôles. Et tant que d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur d'un processus de gouvernance, nous ne parvenons pas à clarifier ce problème fondamental du rôle des rôles, et de nous demander comment s'établit cette relation entre la résistance au changement, le rôle des rôles, et la condition de ce que je vais appeler une itération. C'est-à-dire non pas la réitération, c'est-à-dire la répétition, mais comment nous pouvons nous déplacer par rapport à ce qui nous semblait de manière claire et nette
ininterrogée comme étant le rôle des rôles, qui est une garantie d'une socio-optimalité réalisable. Ça, pour moi, ce n'est pas une question éthique. C'est une question d'organisation, de pratiques collectives articulées à une théorie du changement. L'éthique ne peut pas tout faire. L'éthique n'est pas la gardienne de ce qu'elle engendre comme capacité de transformation sociale. Mais parce qu'elle pose les conditions de la transformation sociale, d'une manière ou d'une autre, elle doit s'articuler une interrogation qui va s'interroger pour elle sur les conditions de la transformation sociale. Et c'est pour ça que je me sentais en bonne compagnie avec toi, puisque fatalement tu vas rechercher par nécessité un auteur qui s'est posé la question des conditions de la transformation sociale. Mais c'est au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, pour nous, nous avons fondamentalement besoin de retrouver cette réponse. Parce que peut-être que la conviction la plus fondamentale que tout le monde partage, c'est que le monde est inchangeable. Là même où nous cherchons à changer les individus à l'intérieur de processus de transformation éthique. Là même où nous expérimentons la capacité de changement au moins individuel des personnes quand elles sont dans des interactions rapprochées. Mais ces personnes, elles sont elles-mêmes prisonnières de structures de reproduction sociale dans des institutions que l'éthique, même si elle est convoquée, n'a pas les moyens de remettre fondamentalement en question. Mais comme éthicien, il me semble que notre responsabilité, c'est aussi d'ouvrir cette boîte noire et d'engager un autre champ de recherche sur les conditions de la transformation sociale qui est en partie rendue possible par l'éthique. Parce que sinon, inévitablement, je reviens à la deuxième génération de l'école de Francfort, nous sommes des reproducteurs du statu quo social. C'était Marcuse qui disait ça. Des reproducteurs du statu quo social, ou des, Althusser disait, des acteurs qui permettent à la subjectivité de fonctionner sur place. Mais je dirais encore, comme éthicien, vous m'avez compris, je pense que c'est logique parce qu'on n'a pas à attendre d'un travail éthique d'être le porteur en même temps des conditions de signification et de productivité de sa gestion sociale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent pris de court par des institutions qui essayent de nous manipuler. Mais c'est bien parce qu'il y a un autre champ. Donc, vous comprenez, je n'ai pas les clés aujourd'hui. Mais je me dis, si on doit avancer dans une direction collectivement aujourd'hui, ça passe nécessairement par la question de la gouvernance réflexive de l'éthique.